Alors, bonjour à tous. Merci d'être là et bienvenue à notre activité Apprivoiser les méthodes. Je m'appelle Lise Gauvin. Je suis responsable du Carrefour de l'innovation au Centre de recherche du CHUM et ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Ré qui va nous parler de littératie en santé. Alors, l'événement va se passer en deux temps. Dans un premier temps, Olivier va faire une présentation d'une trentaine de minutes sur l'enjeu de la littératie en santé. Et dans un deuxième temps, on va ouvrir pour la période d'échange et de questions. Pour ce faire, je vous inviterai à utiliser le bouton chat ou clavardage qui se trouve au bas de votre écran et vous pourrez formuler vos questions qui apparaîtront à tous dans la barre qui est située à la droite de votre écran et je ferai de mon mieux pour poser les questions. Alors, quelques mots sur Olivier Ré. Alors, Olivier a été formé comme technicien de laboratoire, mais depuis 30 ans, il agit comme journaliste scientifique et se spécialise dans la vulgarisation très grand public. Il a contribué à Québec Science, Les Débrouillards, Science et Vie, Radio-Canada, L'Actualité, Science et Avenir, et depuis 7 ans, il est agent de rédaction ici au CHUM pour les fiches de santé et tous les travaux connexes au Centre de littératie en santé qui est au CHUM. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Olivier et Olivier pourra maintenant partager son écran pour que vous puissiez voir la présentation PowerPoint et tout ce qui vient avec. À vous la parole, Olivier. Merci beaucoup, Lise. Bonjour à tous. J'ai vu dans les noms quelques noms connus, donc ça pourrait être aussi agréable d'avoir des retours de témoignages sur les travaux qu'on a pu faire ensemble, justement, en matière de littératie en santé. Donc, je vais vous… je ne suis pas au bon endroit de mon PowerPoint, excusez-moi, c'est pour ça que c'est un écran blanc. Je vais remédier à cela tout de suite. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter effectivement le Centre de littératie en santé qui fait partie en fait du service de la promotion de la santé au sein de la direction de la qualité, de l'évaluation de la performance et de l'éthique au CHUM. Et donc notre petite partie, le Centre de littératie en santé, est une émanation donc de la promotion de la santé. Donc, ce centre de littératie en santé, en fait, je vais l'expliquer un peu plus loin, c'est un projet qui a démarré il y a environ 11 ans et qui a donné lieu pour ce qui est le plus connu, en fait, aux fiches santé. Donc, la présentation, en fait, va se passer en plusieurs, excusez-moi, en 3 plans. En fait, je vais vous parler d'abord de la littératie en santé, expliquer un peu ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, que veut dire en fait littératie en santé, les niveaux de littératie en santé aussi. Je vais vous expliquer ce qu'on fait nous au CHUM pour s'occuper de ce problème. Et enfin, l'offre de services finalement que l'on a, qui reprend un peu tout ce qu'on aura vu dans la présentation. Donc, la littératie en santé, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition, c'est celle-ci: capacité à trouver, lire, comprendre et utiliser l'information et les services disponibles pour prendre soin de sa santé. Donc là, on se situe, on a l'impression que finalement, on ne parle que du receveur de l'information, c'est-à-dire du patient. Or, la littératie en santé concerne également le donneur d'informations, c'est-à-dire le système de santé et les services de soins. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà un peu déjà la définition de base de la littératie en santé. Pour vous donner un peu un exemple de niveau de littératie que l'on peut avoir, là, il y a l'île de Montréal, et avec des zones qui passent du rouge au vert en passant par l'orange et le jaune. Eh bien, on se rend compte, c'est une étude qui avait été faite il y a quelques temps déjà, mais qui montre quand même bien que, en fait, dans les zones en rouge, on s'aperçoit qu'il y a 8 personnes sur 10 qui ont un niveau insuffisant de littératie en santé pour bien prendre soin de sa santé, justement. Alors, plus on va vers le vert, plus ça s'arrange, mais on s'aperçoit quand même que dans les zones vertes,
il y a encore quand même une personne sur deux qui n'a pas un niveau de littératie suffisant pour bien prendre soin de sa santé. D'autres chiffres également, là ça reflète un peu ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la population adulte, finalement, il y a quand même un faible niveau de littératie en général. Pour revenir sur l'île tout à l'heure, on voit bien d'ailleurs que ça reflète exactement ce qui s'est passé ces semaines dernières, où on voit là, sur la carte, finalement, les zones chaudes qu'on a retrouvées quasiment avec l'épidémie. Donc, il y a un faible niveau de littératie dans la population adulte en général, mais ce niveau insuffisant de littératie atteint 73% chez les immigrés et monte même jusqu'à 88% pour les 65 ans et plus. Donc, ce sont quand même des chiffres qui sont très importants. Alors, les niveaux de littératie en santé, donc il y en a 5. Les 3 premiers niveaux, c'est justement la capacité de prendre de l'information, de lire des textes relativement simples, etc. Donc, au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux, on est capable de mieux en mieux de comprendre. Et l'on considère en fait que pour bien prendre soin de sa santé, il faut être dans les niveaux, à partir des niveaux 4 en fait. C'est à ce moment-là que l'on peut bien prendre soin de sa santé. Quand on parle de niveau, il faut savoir que ce niveau fluctue. Le niveau n'est pas toujours le même. Par exemple, si vous êtes d'un niveau 4 et 5 au Québec aujourd'hui, si vous allez vous faire soigner aux États-Unis parce que vous êtes en voyage là-bas, votre niveau va peut-être descendre à 3. Et si vous êtes en voyage en Afrique ou en Asie, votre niveau va peut-être descendre à 2, voire même 1, forcément, puisque vous aurez la barrière de la langue, la barrière de la culture, la barrière du système de santé qui n'est pas le même, etc. Donc, on retrouve ici le pourquoi, finalement, les immigrés ont un fort taux, un taux important de faible niveau de littératie, parce que pour eux, qui viennent d'ailleurs, se retrouvent exactement dans cette situation en venant ici au Québec. Le niveau fluctue aussi en fonction de l'âge, on l'a vu, puisque donc l'évolution du système de santé, l'évolution des soins, la façon dont on fait les soins, le niveau technologique aussi qui augmente. Avec l'âge, on arrive peut-être moins à suivre ces évolutions et donc ça augmente un peu le niveau de littératie baisse à cause de ça. Le niveau de littératie peut fluctuer aussi pour une même personne et au même endroit, simplement à cause de l'état psychologique. Il est évident que quand vous recevez un diagnostic de maladie grave, ben vous allez avoir votre niveau de littératie qui va baisser parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes angoissé, et vous allez être des fois pas capable du tout de recevoir l'information, même si elle est simple des fois. La littératie en santé, l'OMS a reconnu que en fait, c'était un niveau prédicteur de santé au même niveau finalement que les quatre qu'on voit ici, c'est-à-dire les revenus, l'emploi, l'éducation et finalement son groupe d'origine ethnique avec tout ce que ça implique derrière. Un faible niveau de littératie en santé, qu'est-ce que ça implique? Ben, les principales finalement conséquences que ça peut avoir, évidemment, des erreurs de prise de médicaments, les maladies chroniques aussi qui vont être moins bien gérées, moins bien prises en charge par les malades, et des réhospitalisations qui vont être plus importantes. On estime que le surcoût que ça représente pour le système de santé est quand même assez important et c'est pour ça qu'il faut donc quand même un problème assez important qui est quand même relativement méconnu quand même parce qu'on n'en entend pas souvent parler et pourtant c'est quelque chose de très important. Cette petite vignette humoristique, c'est pour introduire un peu la suite de la présentation parce que on va parler justement quand je vous parlais tout à l'heure du receveur et du vecteur de l'information, on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas que le patient qui est responsable du niveau de littératie en santé. Il y a aussi ce que l'on lui donne pour qu'il puisse comprendre. Et on s'est rendu compte que dans les consultations en général, il y avait
à peine une consultation sur 5 qui était faite avec des mots simples et compréhensibles. Les 4 autres consultations sur 5, en fait, contiennent des mots compliqués, du jargon qui n'est pas expliqué, et donc ça reflète tout à fait ce qu'on vient de voir dans la vignette d'humour d'avant, c'est-à-dire que voilà, les spécialistes parlent et puis la personne qui est en face ne comprend pas ce qu'on lui dit. Pour augmenter le niveau de littératie, il y a 2 manières d'agir, donc puisqu'on a compris que ça venait autant du receveur que du donneur, on peut agir sur les 2 niveaux. On peut hausser la compétence et les habilités des individus, donc ça c'est en augmentant l'éducation, en donnant aux gens les moyens de mieux lire, de mieux accéder à l'information et d'avoir une culture générale qui leur permette de mieux comprendre ce qu'on leur donne comme information. Mais de l'autre côté, on peut aussi, pour ceux qui donnent l'information, abaisser la complexité, justement, abaisser la complexité de ce que l'on dit, abaisser la complexité de la navigation dans le système de santé, abaisser la complexité de la compréhension des soins, etc. Donc, en jouant comme ça sur les 2 niveaux, ben, finalement, on arrive à augmenter d'une manière générale le niveau de littératie en santé. Donc, ce que nous avons fait au CHUM, justement, c'est qu'on s'est attaqué à la partie que nous pouvions faire, nous, donneurs d'informations. Et donc, c'est ce qui a donné lieu au centre de littératie, parce qu'on s'est rendu compte, justement, que en améliorant et en renforçant le partenariat de soins entre les équipes et les proches, enfin les malades et leurs familles, ça permettait d'augmenter ce niveau de littératie. Parce que ce que l'on veut faire, justement, c'est renforcer la capacité des patients à se prendre en charge, à mieux prendre en charge leur santé. Et ça, on essaye de le faire conjointement avec les équipes de soins pour que justement le patient devienne un membre actif de sa santé, un membre actif de l'équipe de soins finalement. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce projet. Et donc, c'est ce qui a donné lieu au Centre de littératie en santé et aux fiches santé, dont je vais vous parler plus précisément maintenant. Donc, c'est un projet qui a commencé, comme je vous le disais, il y a 11 ans, qui a été financé au départ par une subvention de Pfizer, qui a permis justement de développer le projet et qui est fondé en fait sur une politique d'éducation à la santé qui a été mise en place au CHUM et qui a été vraiment officialisée il y a quelques années maintenant. L'objectif de ce projet, il y en avait plusieurs en fait, c'était d'uniformiser l'information. Pourquoi uniformiser? À l'époque, le CHUM était encore composé de 3 hôpitaux distincts avec des méthodologies et des pratiques qui étaient propres à chaque établissement. Vous êtes bien placés tous pour savoir que même au sein d'un même service, finalement, il va y avoir des cultures et des modes de faire, des façons de faire différentes en fonction même des soignants. Donc, vous imaginez, avec 3 établissements différents, ce que ça pouvait donner. Donc, l'objectif, c'était d'uniformiser un peu ça. L'accessibilité était importante aussi parce qu'on voulait que cette information soit accessible en tout temps et par tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on voulait absolument qu'elle soit accessible sur Internet. L'interdisciplinarité, la multidisciplinarité, c'est également un des piliers de ce projet. Nous avons poussé et nous poussons toujours les équipes à travailler en multidisciplinarité pour que tous les acteurs du parcours de soins soient partie prenante de ce projet. Parce que sinon, on se rend compte que si de temps en temps, il y a des documents qui sont travaillés par une personne dans son coin et qui ensuite l'amène dans l'équipe, c'est beaucoup plus difficile pour que ce document soit utilisé parce qu'il n'a pas été adopté comme ça par toute l'équipe. Et l'autre pilier fondamental de ce projet, c'était que ça parte des besoins des patients, des préoccupations des patients. Donc, le projet a été lancé.
Au départ, il était fait avec des équipes externes, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe de vulgarisation externe, une graphiste externe, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, ce serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus… ça permettait aussi plus de créativité et de réactivité de faire les choses en interne. Donc, c'est pour ça que notre équipe est née à ce moment-là. Vous voyez, notre collègue Marie-Michel, qui est rédactrice également, et Marlène, qui est la graphiste du projet. Donc, la démarche qui a été développée pour développer ces fiches santé, en fait, a été reconnue l'année dernière comme une pratique exemplaire, novatrice, par l'organisme d'accréditation et d'agrémentation Canada. Donc, on a été très fiers de ça et ça nous a permis donc d'être reconnus d'une certaine manière pour ce qui avait été fait. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un des piliers fondamentaux de ce projet, c'était l'implication des patients. L'implication des patients, elle s'est faite à plusieurs niveaux. Elle s'est faite d'abord au départ en consultation des patients, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de voir quels étaient les besoins des patients. Donc, avant même la création des fiches santé, il y a des sondages, il y a des groupes de travail qui se sont créés pour justement essayer d'élaborer et de partir du besoin des patients. Ça a été une première manière d'impliquer les patients. La deuxième manière qui se fait maintenant un peu plus au jour le jour, c'est-à-dire que les patients sont impliqués dans la validation de ce que l'on produit. On a créé en 2014 et 2016 un groupe de relecteurs, de patients en fait, on prenait des fiches un peu au hasard et puis on les faisait relire et puis on faisait des groupes de travail pour voir justement quels apports, quels commentaires ils pouvaient faire sur les fiches. Est-ce qu'on était dans le champ ou est-ce qu'au contraire, c'était bien. La deuxième année d'ailleurs de ce groupe de relecteurs, on a invité des membres de l'équipe de soins pour qu'ils viennent recueillir directement finalement les impressions des patients. Depuis 2016, en fait, c'est-à-dire à partir de 2007 et jusqu'à maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a un peu élargi ça, c'est-à-dire que plutôt que de travailler avec un petit comité de lecteurs sur quelques fiches, maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'on fait valider toutes les fiches par une relecture systématisée des patients. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure, c'est quand la fiche est quasiment terminée, qu'on la remet à l'équipe, ils la font relire en fait à des patients pris au hasard qui doivent remplir une grille de lecture pour voir si justement, pour avoir leurs premières impressions sur la fiche. Et enfin, et le mieux, je dirais, c'est quand le patient est impliqué en tant que partenaire. Donc ça, on incite beaucoup les équipes à le faire, c'est-à-dire que quand elles montent leurs équipes multidisciplinaires pour créer une fiche, on leur demande, tant que faire se peut, d'impliquer des patients partenaires. Ce qui fait que pendant tout le parcours finalement de création, les patients vont pouvoir retourner leur vécu, vont pouvoir retourner leurs commentaires et pouvoir ainsi améliorer le processus de création de la fiche. Donc, c'est ce qui s'est fait dans diverses équipes. Ça ne se fait pas systématiquement, ce n'est pas toujours possible aussi, hein, il faut bien le reconnaître, mais tant que faire se peut, on encourage vraiment les équipes à faire ça parce que c'est très intéressant, à la fois pour elles et puis pour nous aussi, parce qu'on a vraiment un retour direct des patients. Donc, je vais vous parler maintenant en détail finalement du parcours de création d'une fiche santé. Les fiches santé au départ sont écrites par les équipes. Ce sont elles qui vont discerner avec justement leur équipe disciplinaire et les patients partenaires qui vont déterminer quels sont les besoins des patients et quel est finalement le document qu'ils veulent leur remettre. Et à partir de ça, ils vont faire appel à nous dans un premier temps pour qu'on puisse leur donner
les premières directives. Ces premières directives, ils les trouvent directement sur le site internet des fiches santé. Ils vont avoir là plusieurs outils qui vont leur permettre de faire cette première rédaction. Ils ont d'abord un guide de rédaction qui est extrêmement détaillé, qui leur explique un peu comment écrire en langage clair et simple, qui leur donne plein de trucs et d'astuces, sachant qu'on ne les pousse pas vraiment à faire un travail de vulgarisateur scientifique, parce que c'est une expertise en soi, évidemment, mais ils peuvent comme ça un peu dégrossir le sujet. Mais ils vont surtout aussi trouver sur le site internet des gabarits, c'est-à-dire des documents types qui ont été justement, comme je le disais tout à l'heure, déterminés avec les premiers patients qui avaient été consultés au début du projet, qui ont permis finalement d'élaborer des documents types permettant de couvrir un peu tous les champs de documents qui pouvaient être mis aux patients. C'est-à-dire qu'il va y avoir des documents, des gabarits pour ceux qui vont prendre un médicament, il va y avoir des gabarits pour ceux qui vont suivre un traitement, pour ceux qui vont faire un examen, des gabarits également pour les maladies, pour présenter une maladie en général quand il y a un diagnostic, etc. Donc, on a comme ça 6 ou 7 gabarits différents et l'équipe de soins, en fait, prend celui qui lui convient pour pouvoir écrire dedans. Dans ce gabarit, en fait, on retrouve les questions types que va se poser un patient quand il est confronté à telle situation. Donc, si l'on prend, par exemple, un gabarit qui concerne l'examen, le patient va se demander pourquoi est-ce qu'il doit faire cet examen, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, est-ce que ça va faire mal, est-ce qu'il faut qu'il se prépare avant, etc. Donc, toutes ces questions sont dans ce document type et les équipes, finalement, remplissent les cases. Elles peuvent bien évidemment rajouter des questions s'il manque, d'après elles, des questions. Elles peuvent également en enlever s'il y a trop de questions qui étaient prévues. Donc, c'est vraiment une espèce de canevas qu'elles vont un peu moduler à leurs besoins. On donne également dans ce gabarit des indications au moins sur des minimes sur la rédaction, c'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est la longueur, parce que l'un des buts aussi des fiches santé, c'était de fractionner l'information pour donner la bonne information au bon moment. On a tous vu, enfin pas tous peut-être, mais on a pu voir lorsque un patient reçoit un diagnostic d'une maladie, il se voit remettre une espèce d'annuaire ou de pavé qui contiennent de multiples informations, mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas au moment du diagnostic qui va être le mieux à même d'être capable de digérer cette information. Donc, souvent, ces documents se retrouvaient chez eux sans avoir même été ouverts et donc l'information se perdait. Là, ce qu'on a essayé de faire avec le projet, justement, c'est de fractionner cette information pour donner une information courte, pertinente, mais au moment où il le fallait. Donc, en fait, on permet comme ça aux patients de recevoir au moment du diagnostic quelque chose qui va concerner sa maladie, mais pas nécessairement quelque chose sur un examen s'il ne va pas passer cet examen tout de suite, par exemple. Et ainsi de suite, au fur et à mesure de son parcours de soins, on peut lui donner l'information dont il a besoin au bon moment. Donc, c'est pour ça que la longueur est importante. Nous, les fiches santé ne font pas plus de 4 pages. Pour ce qui est du corps de la fiche, je dirais, l'information principale. Vous verrez, pour ceux qui les connaissent, il y a des fiches qui sont beaucoup plus longues que ça, mais les parties qui viennent après, ce sont des parties qui sont extrêmement pratiques, qui sont extrêmement visuelles, avec beaucoup de photos. C'est quand il faut, par exemple, suivre une procédure de soins que l'on a à faire soi-même. Tout est présenté pas à pas, ce qui fait que le patient peut voir une photo, une action, une photo, une action. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très dilué comme ça. Ça peut concerner aussi, notamment, je pense, en nutrition, des tableaux qui permettent au patient, lorsqu'il a à choisir les aliments qu'il peut prendre ou pas, là, il y a des tableaux clairs qui lui permettent de voir directement et tout de suite les aliments qu'il peut manger ou pas. Donc, voilà. Mais sinon, le corps de la fiche lui-même ne fait que 4 pages, ce qui implique de la part des équipes beaucoup de discipline pour pouvoir entrer dans ce gabarit, justement. Et après, nous, on va arriver derrière. C'est à ce moment-là qu'on entre vraiment en jeu. On va prendre ce texte. Alors,
justement, qui est souvent trop long, et c'est normal, hein, c'est un métier, la rédaction, donc les équipes font déjà beaucoup d'efforts et c'est impressionnant ce qu'elles arrivent à faire, mais nous, évidemment, on va arriver avec notre expertise derrière, et là, donc, on voit ce qui peut arriver à un document que l'on reçoit. Donc, ça peut sembler très scolaire, ce que vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de ratures, beaucoup de corrections, mais parce que justement, c'est l'expertise qu'on apporte derrière. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va simplifier les mots, on va simplifier les phrases, on va restructurer l'information pour qu'elle ait une hiérarchie qui soit logique. On va éviter évidemment les répétitions, on va faire tout ce travail-là pour aboutir finalement à un document qui va être épuré, et dans lequel il va pouvoir y avoir de temps en temps encore quand même quelques questions. C'est les commentaires qu'on voit en marge. Ces questions, en fait, c'est soit des éléments qui restent encore à éclaircir dans la rédaction du texte, ou alors ça peut être aussi des suggestions que l'on fait aux équipes, parce que par exemple, quand on pense qu'il manque un peu une information, donc nous, on va essayer d'apporter cette information, mais comme ce ne sont pas nous les contenus les experts du contenu de la fiche, en fait, on demande l'approbation de l'équipe pour savoir si la suggestion qu'on fait leur convient. Donc, on leur envoie ce document et là, on leur demande de nouveau donc de nous dire, de la faire relire à l'équipe multidisciplinaire et de nous dire donc si tout va bien après la vulgarisation. Il nous renvoie le texte et à ce moment-là, nous, on commence à penser à sa mise en page. Sa mise en page, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être parfois assez complexe avec beaucoup de visuels. Donc, pour avoir exactement ce qu'on veut, on produit la plupart du temps les visuels nous-mêmes. Donc, on fait appel à l'équipe de photographes du CHUM et puis notre graphiste également produit des schémas qui vont aller dans les fiches. Pourquoi on les produit nous-mêmes? Parce que, comme la vulgarisation ne passe pas que par l'écrit, elle passe également par le visuel. C'est-à-dire qu'il faut que les images soient claires, il faut qu'elles apportent une information en elles-mêmes et il faut que ce soit compréhensible par le patient. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on préfère produire les documents nous-mêmes parce que ça nous permet justement d'avoir exactement le visuel qu'on veut. Donc, une fois qu'on a abouti, excusez-moi, qu'on a le texte de côté et les visuels de l'autre, on va pouvoir faire une première maquette. Et cette première maquette, en fait, on va la renvoyer aux équipes pour que, de nouveau, ils valident la fiche. Pourquoi on la renvoie à ce niveau-là? C'est parce que une fois que la fiche est mise en page, la perception que l'on a de l'information n'est plus du tout la même. C'est pour ça d'ailleurs que l'on met en page les choses et que il est important de le valider parce que le visuel fait partie intégrante de la vulgarisation et de la lecture qu'on a d'un document et le fait de le mettre en page fait qu'on perçoit le texte différemment. Donc là, on le renvoie aux équipes, ce qui permet d'ailleurs de temps en temps aux équipes de se rendre compte effectivement qu'il y a encore des petites choses à changer. Et même à notre niveau aussi, quand on met le texte en image, on fait des ajustements, notamment dans les structures, parce qu'on se rend compte que telle partie va mieux à tel endroit plutôt que là où elle était avant. Donc là, vous voyez une fiche qui nous revient une fois que ça a été validé par l'équipe multidisciplinaire. Et on reçoit par ailleurs les grilles de lecture dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été les grilles de lecture faites par des patients pris au hasard pour qu'ils donnent leurs premières impressions sur les fiches. Donc nous, à partir des commentaires de l'équipe, on remodifie la fiche et on l'envoie à un correcteur qui va cette fois, c'est la dernière étape, valider finalement le contenu au niveau linguistique qui va aller à la chasse aux fautes, aux coquilles. C'est également, en quelque sorte, un premier lecteur également. Donc, s'il trouve une incohérence, eh bien, il va nous en faire part et il va nous dire je ne comprends pas ce que vous dites ou ce n'est pas du tout logique par rapport à ce que vous disiez avant. Donc, ça nous donne encore un éclairage supplémentaire. Et une fois que la fiche a été passée à la correction linguistique,
on aboutit enfin au produit final que vous voyez ici. Produit final qui va être mis à 2 endroits différents, sur le site internet des fiches santé du CHUM et également dans la base de données des documents imprimables du CHUM. Donc, c'est-à-dire que les équipes, lorsqu'elles ont besoin de ce document, soit elles le font, elles l'impriment directement de leur poste de travail sur leur imprimante à partir du site internet, soit elles peuvent commander à l'imprimerie une quantité importante si elles en ont besoin justement en grande quantité. Alors, est-ce que ces fiches santé ont été un succès? Alors, je fais la contre-performance avant, c'est-à-dire qu'on voit ici ce que peuvent dire les patients quand ils n'ont pas eu d'informations. Ces citations sont tirées de sondages expérience patient qui ont été faits par la direction de la qualité. Et on se rend compte une chose qui ressort tout le temps de ces sondages auprès des patients, c'est qu'il manque d'informations. Et on se rend compte que, alors même que de temps en temps, il y a des fiches santé qui existent, celles-ci ne sont pas utilisées. Si vous voyez par exemple celui qui est en médecine du jour, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait une fiche santé qui existait. Et donc, on ne lui a même pas donné quand il est parti de l'hôpital. Enfin, avant de faire son examen, et finalement, c'est en fouillant lui-même qu'il l'a trouvé. Mais donc voilà, ce manque d'informations est flagrant et ressort tout le temps quand on fait des sondages auprès des patients. Et par contre, donc, on a la satisfaction de voir de l'effet que peut avoir une fiche ou des fiches. Et je vous invite à regarder les témoignages qui suivent. Je suis arrivé à l'hôpital un lundi soir, je suis resté 5 jours après. C'est sûr que quand on quitte, on a plein de questionnements, parce qu'on nous donne énormément d'informations, mais on a plein de soucis aussi personnels. La fiche qui nous est remise, la petite trousse, qui nous situe dans le temps, qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'après une semaine, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quand est-ce qu'on rencontre le médecin, qui on doit rencontrer, qui va prendre soin de nous. Puis il y a aussi des numéros de téléphone pour pouvoir nous aider. Ça, c'était bien parce que la fiche nous permettait de, disons, pourquoi on ne pouvait pas prendre de chocolat, pourquoi on ne prenait pas d'alcool ou fumer. Au-delà de dire c'est interdit, mais on avait une explication. Quand on va en ergo, on fait tellement de choses, on a 1000 questions, puis on sort de là, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Mais en lisant nos fiches, on peut savoir un peu. Des fois, on a un taux de réponse à nos questions. Les fiches sont très bien expliquées dans un langage simple, dans le fond commun, et puis on ne parle pas là, de termes médicaux, des fois, qui sont très longs, qui sont très épeurants, mais on dit, la fiche dit ce qu'elle a à dire. On s'est aperçu que les patients, le fait qu'il y avait eu la fiche santé lorsqu'on avait donné l'information, ça les a vraiment rassurés. Puis le fait qu'ils soient capables de relire cette fiche santé-là dans le calme, à côté d'un membre de la famille qui pouvait peut-être mieux expliquer les choses ou faire une traduction, ça les a vraiment rassurés. Puis je me suis aperçue que je répétais beaucoup moins, que lorsque je faisais le suivi post-op une semaine, je demande toujours aux patients lorsqu'ils quittent l'hôpital, je vais vous rappeler dans une semaine, si vous allez relire vos fiches santé calmement, si vous avez des questions, vous allez me rappeler. Puis l'ensemble des patients me disaient, écoute, c'est tellement bien écrit, je les ai relus, l'information est juste. Quelquefois, on est tellement surchargé, les thérapeutes, on voit plusieurs patients, puis quelquefois, on se questionne à savoir, est-ce que j'ai bien rassuré le patient? Est-ce que je l'ai bien informé? Est-ce que j'aurais oublié de faire quelque chose par hasard? Donc, on sait que si on a vraiment remis la fiche santé, on sait que le patient va être apte à la lire lorsqu'il va retourner à la maison. Ce qui est intéressant, c'est que si le thérapeute devient comme vraiment stressé par rapport à l'information qu'il a donnée, puis il a peut-être oublié de dire au patient qu'il n'a pas le droit de plier complètement le poignet de cette façon-là, il va être en mesure de le rappeler chez lui et de dire « J'ai peut-être oublié de vous le dire, consultez vos fiches santé ». Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça uniformise l'information qui est donnée au patient. À ce moment-là, ce dernier-là, pour la première fois, je pense, à l'intérieur de son séjour au CHUM, grâce à ça, il sent qu'il est en contrôle.
je dois avouer que c'est la partie préférée de ma présentation parce que ça fait toujours du bien d'entendre ça. Ça justifie vraiment tout le travail qu'on fait. Donc maintenant, ben, nous en sommes à plus de 400 fiches qui sont disponibles pour les patients, qui décrivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des maladies, des examens, des traitements, etc. Il y en a un tiers de ces fiches qui est traduit en anglais. On essaye de plus en plus de les traduire. Chaque année, on ajoute à la collection en anglais également. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est une grande accessibilité, donc, puisqu'elles sont accessibles, bien sûr, en ligne directement. Petite précision aussi, il y a pas mal d'établissements extérieurs, des SUS et des SIS, qui nous ont demandé d'adapter des fiches pour leurs propres établissements, ce que l'on a fait aussi. Le clé, ce n'est pas que les fiches santé, c'est aussi de la vulgarisation d'autres documents, comme des lettres d'instruction, c'est-à-dire les patients qui reçoivent une lettre leur expliquant leur prochain rendez-vous, ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, ce n'est pas vraiment des fiches santé, mais c'est simplement une lettre de rendez-vous qui va donner quand même des précisions. Donc, on a vulgarisé ce genre de choses aussi. On a vulgarisé des écrans pour la télémédecine, que ce soit en endocrinologie pour le diabète, ou que ce soit pour la télémédecine il n'y a pas longtemps à cause de l'explosion justement des téléconsultations. On a vulgarisé également des questionnaires. On a fait des vidéos qui sont un peu le pendant des fiches, c'est-à-dire que certaines fiches santé ont leurs jumelles en vidéo. Donc, pour le patient, c'est une manière aussi d'avoir un accès plus facile à l'information parce que là, il n'y a même pas la lecture qui vient gêner sa compréhension. Ces vidéos, en fait, sont complémentaires parce qu'évidemment, dans la fiche, il y a plus d'informations, mais au moins, l'essentiel peut être dit dans une vidéo. Et on a également participé à des créations d'affiches, notamment il n'y a pas très longtemps. Enfin, d'ailleurs, l'affiche est en cours de validation actuellement aux soins intensifs pour expliquer aux proches qui viennent visiter un malade, en fait, dans quel état ils vont trouver leurs proches. Parce que c'est assez inquiétant et stressant d'arriver dans une salle de soins intensifs et de voir le patient finalement entouré d'une multitude d'appareils, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on est en train de créer une fiche qui permet justement aux proches de comprendre ce qu'ils vont voir après et pour les rassurer. Et on a fait donc également, on a participé à la création de multiples affiches pour le parcours locomotive du service AVC, dont je vais parler un peu plus précisément ici. En fait, c'est une suite d'affiches qui se retrouvent dans les couloirs du service AVC pour inciter les patients à sortir de leur chambre et à bouger, parce qu'on s'est rendu compte au Nouveau CHUM en fait que les chambres individuelles avaient ce défaut qu'elles isolaient les patients les uns des autres et il y avait une moins grande sociabilisation. De plus, effectivement, ils ont tendance à rester souvent dans leur chambre. Donc, l'équipe a eu l'idée de tirer profit finalement de la longueur des couloirs du Nouveau CHUM pour implanter un parcours qui permettrait aux patients à la fois d'avoir finalement soit des informations, soit de faire des exercices, que ce soit des exercices cognitifs ou de physiothérapie. Et ce projet a été vraiment co-construit du début à la fin, c'est-à-dire qu'ils ont monté une équipe multidisciplinaire, mais vraiment à très large échelle, puisqu'eux étaient impliqués des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des médecins, des neurologues, des infirmières, etc. Et également nous, Centre de littératie en santé, ce qui nous a permis de leur apporter notre savoir, parce qu'ils sont arrivés, eux, avec leurs désirs et ce à quoi ils pensaient. Finalement, s'ils l'avaient fait par eux-mêmes, ils auraient presque abouti à un poster de colloques scientifiques, donc ce qui était loin de ce qu'ils recherchaient. Donc, on les a beaucoup aidés à épurer leur projet, à le restructurer pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus synthétique et de beaucoup plus percutant. Donc, on les a accompagnés comme ça tout au long de ce parcours et donc, ça a eu beaucoup de succès d'après ce qu'on a entendu et il y a divers services maintenant qui seraient intéressés par avoir ce genre
de parcours également ou en fait d'initiative. Ce que l'on a fait aussi par rapport à la recherche au Centre de littératie, c'est qu'on a collaboré avec divers chercheurs pour justement vulgariser des consentements, des questionnaires, etc. Ce qu'on espère, nous, pour le Centre de littératie dans l'avenir, c'est justement s'allier à des chercheurs pour aller un peu plus loin. On l'avait fait déjà avec une méthodologie et une équipe de McGill pour justement essayer de voir un peu l'impact des fiches santé. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait développer. On aimerait aussi développer un transfert des connaissances vers d'autres moyens de communication et notamment à l'oral. Parce que finalement, le projet des fiches santé, c'était un peu la première pierre de l'édifice qu'on voudrait monter, c'est-à-dire que cette capacité de vulgarisation et de transmission de l'information d'une manière claire et simple, on voudrait qu'elle soit finalement transférée à l'oral pour que les équipes de soins prennent les habitudes, les mêmes habitudes finalement quand elles transmettent l'information directement aux patients, quand elles font de l'enseignement aux patients. On aimerait qu'elles aient également cette capacité à pouvoir utiliser un langage facile à comprendre, à pouvoir aussi poser les questions qui vont permettre aux patients, qui vont leur permettre de savoir si le patient a bien compris ce qu'on lui a expliqué, ce qu'il répète dans ses mots, ce qu'il a compris, etc. Et on souhaite aussi adapter ce qu'on fait à l'évolution technologique. Là, pour le moment, nos fiches sont présentes sur Internet, mais uniquement dans un format PDF parce qu'il faut qu'elles soient facilement imprimable et dans une très bonne qualité. Mais on aimerait éventuellement pouvoir être présent beaucoup plus sur les tablettes, sur les téléphones, pourquoi pas dans des applications. On voudrait également développer d'autres types de communication, comme on l'a fait avec les vidéos, les affiches par exemple. Et puis aussi voir ce qui pourrait être fait du côté de l'intelligence artificielle, voir si il y aurait si ce que l'on a fait pourrait être utilisé justement par les équipes de soins à un plus large niveau pour pouvoir aider le patient à recevoir des documents qui lui seraient utiles. Donc, ça pourrait être combiné justement ça avec l'intelligence artificielle. Donc, notre offre de service, en fait, ça reprend un peu tout ce que je vous ai exposé jusqu'à maintenant. Donc, cette expertise sur la façon de créer des documents, sur la vulgarisation, etc. etc. Donc, on peut également, lorsqu'on reçoit des textes, voir justement un peu le niveau de lisibilité et puis voir les améliorations qui pourraient être faites, que ce soit au niveau du contenu, la façon dont c'est écrit et puis du visuel également, etc. Et cela termine donc ma présentation et on va ouvrir la période de questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui était remplie d'informations, effectivement, et puis qui était riche en enseignements aussi sur la façon de construire des documents. On se doute, bien entendu, que c'est pas aussi simple que ça peut être simple, ça peut être notre quotidien nous autres, mais peut-être que pour le patient, c'est quelque chose de très, très différent. Alors, pour l'instant, je vous invite donc à utiliser le bouton clavardage ou chat qui se trouve au bas de l'écran pour formuler vos questions. Il nous reste environ 15 minutes pour poser ces questions. Et on a déjà une première question de la part de Marie-Ève Maltais qui dit « Bravo pour ces fiches, elles sont vraiment intéressantes. Si j'ai bien compris, la licence CC permet l'utilisation et la modification. » Olivier. Alors, pas vraiment. La licence CC, en fait, permet l'utilisation telle qu'elle est. Donc, dans un contexte d'ailleurs, les fiches sont disponibles sur Internet, donc n'importe qui peut les utiliser, mais sans modification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut des modifications, il faut nous demander l'autorisation de le faire.
Donc, c'est ce qui arrive notamment avec les CIS et les SUS dont je parlais tout à l'heure. Ils voulaient adapter les fiches, mais ils ne peuvent pas prendre le contenu comme ça et en faire ce qu'ils veulent. Donc, ça ne permet pas des modifications comme ça. J'invite encore les questions, mais entre-temps, je vais m'insérer moi-même dans la file pour poser une question. Vous l'avez évoqué tantôt que vous examinez la possibilité d'utiliser d'autres moyens technologiques pour diffuser ces informations-là, puis peut-être être plus performant. Est-ce que vous avez déjà commencé à anticiper quelles actions supplémentaires que vous devez prendre en termes de co-construction, en termes de design ou en termes de révision pour être capable d'en arriver à cette fin? Ben, c'est surtout, on essaye d'aller, comme je vous le disais, finalement d'élargir notre mode de diffusion parce que là, ça passe par les équipes de soins in situ dans l'hôpital, mais puis ça passe par Internet. Alors, c'est déjà beaucoup, sauf que, si vous voulez, comme le disait le commentaire d'un patient dans un sondage patient, il a trouvé lui-même la fiche parce qu'il est allé fouiller, mais sinon, elle ne lui est pas arrivée comme ça. Nous, ce qu'on aimerait justement, c'est que il puisse, l'information dont il a besoin puisse lui arriver directement chez lui. Un push. Exactement. Et donc, on a déjà essayé de travailler sur ça, mais ça demande des développements technologiques que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Évidemment, nous n'avons pas ni les connaissances ni les structures pour le faire. Donc, ce n'est pas possible pour le moment, mais c'est évidemment vers ça qu'on aimerait aller, c'est-à-dire que si on avait imaginé même une application qui permettrait au patient non seulement de recevoir les fiches qui étaient intéressantes pour lui, mais également qui puisse être commandable à la voix, ce qui permettrait notamment pendant des soins où ils doivent avoir les mains complètement stériles, de pouvoir suivre le processus du soin sans avoir à toucher son téléphone ou sa tablette. Donc, voilà, on avait imaginé des choses. Pour le moment, malheureusement, nous n'avons pas pu encore les développer. On espère qu'à un moment donné, on pourra aussi se greffer, pourquoi pas, sur d'autres projets que peut avoir le CHUM, parce qu'il y a le CHUM regorge de projets comme ça. Pourquoi pas y insérer les fiches santé à un moment donné, c'est-à-dire justement qu'elles puissent être intégrées dans quelque chose qui permettrait de les diffuser au plus grand nombre, mais également au moment voulu. C'est-à-dire que si un patient s'il pouvait recevoir directement justement sur son appareil mobile la fiche santé dont il va avoir besoin dans les jours qui viennent pour aller faire son traitement, ce serait parfait, par exemple. Donc voilà, c'est des souhaits que l'on a comme ça. Bon, alors les questions commencent à fuser, donc je les passe en rafale. Alors, dans un premier temps, des félicitations de Catherine qui est du CIUS Mauricie, Centre du Québec, en disant que c'est une démarche qui est très inspirante. Une question de la chaire de CRSI. Si on avait un portail patient, ces fiches pourraient être insérées, non? Bravo pour le travail. S'il y avait un portail patient, est-ce qu'on y insérerait les fiches ou on développerait quelque chose d'alternatif? Disons que là, je pense que la dame parle d'un portail patient plus général au Québec, parce que sur le portail, enfin, sur le site internet du CHUM, en fait, dans la section patient, on retrouve les fiches santé. Évidemment, il n'y a pas qu'un endroit dans le site internet du CHUM où on va les trouver. On peut y accéder par divers moyens. Donc, elles sont en quelque sorte dans le portail patient, oui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais si on mettait ça au niveau du Québec à grandeur, un portail patient, imaginons pour le Québec, là, ce serait déjà plus difficile parce que, comme je vous le disais, quand on a adapté des fiches pour les CIS et les SUS, si on les a adaptés, c'est parce que les protocoles, des fois, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, selon les équipes, ils ne vont pas donner exactement les mêmes instructions. Donc, ce serait difficile de faire, notamment pour des fiches ultra spécialisées, évidemment, ce serait difficile de faire des choses qui soient complètement, qu'on pourrait élargir à grandeur. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être envisageable, mais
Je pense que ce serait plus à faire peut-être pour des fiches générales qui touchent vraiment, qui donnent des notions générales sur une maladie, par exemple. Par contre, quand on commence à tomber dans des domaines très spécialisés, là, c'est vrai qu'on va retomber dans les problèmes de protocoles et de méthodologies différentes. Alors, il y a un commentaire ici de la part d'Audrey Chouinard qui mentionne qu'il ne faut pas oublier que selon les normes d'agrément, les enseignements verbaux doivent être accompagnés par de la documentation écrite. Les fiches santé sont donc parfaites pour la clientèle et pour répondre à cette norme. Alors, bravo, on doit donc pousser ces fiches davantage. Merci pour ce commentaire, Audrey. Il y a Marie-Ève Maltais qui pose une question. Avez-vous connu des résistances au moment d'intégrer des patients partenaires dans le processus et avez-vous formé ceux-ci et celles-ci de façon spécifique? Formé, non, parce que justement, ce que l'on attend d'elle, c'est plutôt une espèce d'ingénuité et de virginité par rapport au document. C'est-à-dire qu'on veut qu'il le lise d'une manière comme si c'était un nouveau lecteur, ce qui permet de voir la fiche avec un œil neuf. Des résistances pour l'intégration, c'est plutôt que, je dirais que c'est une culture qui est en train de se mettre en place au CHUM de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui, comme tout changement de culture, prend du temps. Donc, ça ne se fait pas facilement, mais je dirais parce qu'il faut changer et les mentalités et les façons de faire, etc. Mais il y a maintenant quand même une directive assez claire de la direction du CHUM qui veut que les patients soient intégrés à tous les niveaux. Donc, ça ne nous concerne plus que nous, mais ça concerne également les autres équipes du CHUM, quel que soit leur mode d'action ou leur champ de compétences. Donc, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs, on va dire. Et nous, effectivement, on pousse à faire ça. On peut accompagner aussi les équipes de ce côté-là parce que la promotion de la santé héberge également le partenariat patient. Donc, c'est sûr qu'on a ici une spécialiste qui, elle, justement, va pouvoir épauler les équipes dans leur désir d'intégrer des patients. Donc, on peut les aider aussi de ce côté-là. Enfin, même si ce n'est pas le centre de littératie directement, c'est quand même notre service, d'une certaine manière, qui s'en occupe. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça des réticences. C'est simplement parce qu'effectivement, comme souvent des choses nouvelles, on a un peu des petites craintes ou alors des appréhensions par rapport à des processus ou des procédés différents. Mais une fois que l'habitude est prise, finalement, on a du mal à s'en passer aussi. Alors, il nous reste environ 5 minutes et j'ai 3 questions à la file. Donc, ce que je propose, c'est de les lire globalement, puis ensuite, vous pourrez répondre peut-être globalement, mais bien que ça touche des éléments un petit peu différents de part et d'autre. Alors, un merci de la part de Bruno Geoffroy qui parle d'une présentation extrêmement intéressante. Et les questions sont, à quelle fréquence les fiches sont-elles mises à jour? Sur quels critères? Et combien de fiches ils sont issues directement des demandes des patients. Ensuite, de la part de Virgile Lucas, on a une question qui est aussi une mention que c'est très intéressant et utile. Les fiches s'adressent au niveau cognitif, si elle a bien compris, ou si ça a été bien compris. Je pense que l'aspect émotionnel du patient peut aussi influencer sa littératie. Est-ce que cet aspect est pris en compte? Et finalement, de la part de Esther Harvey, donc les fiches seraient disponibles pour un autre CIUS et ce sont votre équipe qui ferait les modifications selon les besoins, donc en fonction de l'offre de service. Et aussi un bravo pour cette réalisation. Donc, sur le volume d'activité d'une part, sur le volet émotif dans un deuxième temps et troisièmement sur votre offre de service. Olivier. Alors, allons-y. Alors, sur le volet volume, les fiches sont mises à jour, c'est une très bonne question, sont mises à jour tous les 3 ans. On a un système automatisé qui nous permet de faire ressortir les fiches tous les 3 ans. On les renvoie aux équipes et on leur demande est-ce que vos protocoles ont changé? Est-ce que vos méthodologies ont changé? Est-ce que c'est une fiche que vous utilisez encore? Est-ce que c'est une fiche qui n'a plus rien à voir? Etc. Donc, c'est une fois de plus l'équipe médicale qui va réviser la fiche et voir ce qu'il faut faire.
En fonction de ce qu'il y a à faire, elles vont voir s'il faut de nouveau, on va dire, convoquer l'équipe multidisciplinaire pour justement apporter les modifications si elles sont importantes. Ça arrive quand même assez souvent. Il arrive aussi très souvent que les fiches, il n'y ait rien à faire dedans et qu'elles repartent comme ça pour un cycle de 3 ans. Mais en tous les cas, elles sont revues tous les 3 ans parce qu'on veut éviter de se retrouver avec des documents qui ont 20 ans et qui sont complètement obsolètes, mais qui continuent à circuler. Donc, voilà, ça c'est un travail qui est assez conséquent parce qu'évidemment, comme on produit chaque année un certain nombre de fiches, ça ajoute un lot de fiches à revoir chaque année et en fait, on en est maintenant, grosso modo, à remettre à jour. En 2020, on va devoir remettre sans doute à jour à peu près 150 fiches. Donc, ça commence à être conséquent. Le volet cognitif. Alors, le volet cognitif, je dirais qu'on n'en tient pas compte parce qu'on ne peut pas produire un document en fonction d'un degré cognitif différent selon l'état de la personne. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de vulgarisation vers lequel on tend, c'est grosso modo 2e secondaire. Donc, un niveau quand même très, très bas parce que justement, on veut simplifier au maximum. Donc, si je viens du journalisme scientifique et justement de la vulgarisation du grand public, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé pour les enfants et c'est un niveau de vulgarisation à atteindre qui est extrêmement difficile. Mais on essaye de tendre vers ça parce que justement, qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que plus on va simplifier, plus on va pouvoir atteindre de personnes qui ont justement des difficultés de compréhension. Donc, je ne dis pas qu'on va évidemment atteindre tout le monde et que l'on pourra satisfaire tout le monde, mais néanmoins, on se dit qu'on va quand même atteindre le maximum de personnes, quel que soit leur état. Bon, même si une personne a perdu un peu de ses capacités cognitives pendant un certain temps, on peut espérer aussi que les proches vont pouvoir aussi les aider parce que les proches, on ne l'a pas évoqué, mais lisent aussi souvent les fiches santé parce que ça les intéresse de pouvoir seconder le patient et de pouvoir aider. Donc, en fait, quand aussi il y a une perte de cognitivité chez un patient ou de capacité chez un patient, les proches vont pouvoir aussi prendre le relais. On a fait des fiches, notamment en neurologie, suite à des accidents vasculaires et on sait très bien que les fiches sont quasiment plus destinées aux proches qu'aux patients eux-mêmes parce qu'il y a très peu de patients qui vont être à même de les lire eux-mêmes. Et enfin, pour la dernière question, oui, c'est nous qui nous chargeons des adaptations faites pour les CIS et les SUS. C'est un service qui est, comme certaines de nos offres de services, justement, tarifé, mais à un niveau très bas, je dirais, parce que nous, ça implique des ressources supplémentaires, étant donné qu'il faut que la moindre modification que l'on fait, il faut que, de nouveau, on valide le texte qui est fait, et également, ça peut changer la mise en page de la fiche. Quand on nous demande de supprimer des passages, d'en rajouter ou de changer des phrases, ça peut modifier. Donc, il faut que la graphiste y repasse derrière. Donc, ça nous demande. On avait trop de demandes et on a dit bon, il faut qu'on puisse faire payer finalement ce service. Donc, mais les tarifs sont très bas parce qu'en fait, ça permet vraiment uniquement de payer les ressources supplémentaires dont on a besoin et ça n'atteint absolument pas le niveau, enfin le coût que représente la création elle-même d'une fiche qui est des centaines de fois supérieure en fait par rapport à toute l'expertise qui est derrière et le temps qui est consacré avec les experts également de contenu que sont les équipes cliniques. Donc, voilà. Alors, très bien. Comme les collègues continuent aussi à formuler des merci et des bravos, il me reste à vous dire un grand merci pour cette présentation qui, de toute évidence, a suscité beaucoup d'intérêt, plusieurs questions et plusieurs bravos. Alors, merci et à la prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.